Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un monument avec lequel j'ai grandi, pour la simple et bonne raison qu'il est situé à 200 mètres de l'ancienne ferme familiale. Ce monument, qui est aujourd'hui un sublime centre d'art contemporain, c'est l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. Elle est fondée par des moines cisterciens au XIIe siècle, et c'est d'eux dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. L'histoire récente de cette abbaye étant assez bien documentée, je trouve qu'on en oublie trop souvent l'histoire de ses débuts. Pour comprendre l'apparition de l'ordre cistercien, il va falloir remonter à l'expansion du christianisme au début du premier millénaire. En ce temps, ce qui va devenir la France fait encore partie de l'Empire romain. Alors que l'Empire franc commence une expansion vers le sud-ouest, le christianisme, lui, arrive principalement par l'actuelle Italie et s'étend vers le nord-ouest. Ça va faire que tout ce beau monde va se retrouver au même endroit, et pour faire court, les Francs vont bien kiffer l'idée d'un dieu unique, et embrassent la religion alors en pleine expansion. C'est dans ce contexte qu'est fondé l'ordre des Bénédictins, en 529 par Benoît de Nursie. Les Bénédictins suivent alors la règle de Saint Benoît, en gros, amitié, obéissance, humilité et silence. C'est bien ce point en particulier qui va pousser les cisterciens à prendre leur envol. Comme je l'ai mentionné, le premier millénaire voit l'expansion des Francs dans l'actuelle France et jusqu'aux Pyrénées. Mais on parle pas de gars très diplomates, donc quand ils veulent prendre une terre, ils tuent ou font prisonnier les gens sur place et prennent ce qui les intéresse. Les monastères servent alors de lieu de travail pour tous ces prisonniers de guerre, les bénédictins s'éloignent alors de la règle de Saint Benoît en profitant bien pour s'en mettre plein les fouilles. On note par exemple une utilisation massive dans les monastères et abbayes d'une main-d'œuvre tout à fait volontaire et pas du tout réduite en esclavage. Bien entendu, c'est du sarcasme, les prisonniers de guerre sont envoyés en masse dans les monastères et abbayes pour y générer des richesses, tout en y étant réduits en esclavage. Ça fait qu'on se retrouve au début du deuxième millénaire avec des églises romanes décorées avec un goût non sans similitude pour celui qu'entretiennent les doubayotes pour l'or et le bling bling. En gros, ils s'en mettent plein les poches sur le dos des misérables quand c'est pas directement des esclaves, tout ça pour mettre de l'or partout dans les églises et porter des vêtements en fil d'or et d'argent. Donc ouais, pas très Saint-Benoît friendly tout ça. Bah c'est bien ce que s'est dit Saint Bernard de Clairvaux, dont j'ai trouvé une citation qui résume bien la situation. Il s'adresse alors aux évêques en leur parlant de ceux qui sont nus, ceux qui ont faim. Dites-nous, pontife, sur un attelage que fait l'or ? À nous qui souffrons misérablement du froid et de la faim, que rapportent tant de vêtements de rechange, étendus sur des perches ou pliés dans des garde-robes ? Il est à nous ce bien que vous prodiguez. Il nous est cruellement soustrait ce bien que vous gaspillez inutilement. Voyez de quoi vous vous rendez coupable en nourrissant vos yeux de la part d'un frère. Oh ouais, social justice, défonce-les bébères. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible comme situation, et visiblement il était pas le seul à penser ça, vu que quelques années plus tard, en 1098, l'ordre des cisterciens est fondé à l'abbaye de Cîteaux par Robert de Molesme. Cîteaux elle-même fondée par Étienne Harding, un Anglais. Comme quoi l'invasion a commencé bien plus tôt qu'on ne le pense. Bon, par contre, ils veulent pas que l'église s'enrichisse sur le dos des misérables, mais c'est pas pour autant qu'ils vont renoncer à de la main-d'œuvre gratuite, Eux, c'est des esclaves, ils comptent pas, faut pas déconner non plus, Et aussi, ils font de l'ordre à Cîteaux, mais ça se passe assez mal en réalité, Ils sont pas majoritaires dans l'abbaye, et sont vus comme des rebelles. Du coup, ils se font virer à grands coups de pied au cul de Cîteaux, parce que, tu veux vivre sans confort, c'est ça ? Tiens, on te donne une terre, tu vas pouvoir y fonder ton ordre, tranquillou, mon gars, y a aucun problème. Ils leur ont donné un marais. Ça, c'est plutôt fourbe, Saint Bernard a donc directement influencé la création de l'ordre, et j'aimerais un peu m'arrêter sur le bonhomme vu qu'il est juste trop fort. Le gars crée un ordre religieux, au calme, mais il est aussi, entre autres, le mentor du pape Eugène III qui lui demande « Ah mon frère, tu peux prêcher une deuxième croisade s'il te plaît vite fait là ? C'est un peu le bordel à Jérusalem. » C'est-à-dire que là j'avais prévu de péter la gueule au Qatar, et en plus j'ai aquaponé lundi, donc ouais, non. Bah d'accord, j'y vais, mais c'est vraiment parce que c'est toi, C'est pas possible ça. Tu lui donnes le bras, il te prend le doigt là. Non mais... Merci. J'ai aussi trouvé des anecdotes sur lui que j'ai trouvées assez marrantes, du coup c'est cadeau. Une fille poussée par le démon se glissa nue dans le lit où il dormait. En la sentant, il lui céda en toute paix et silence le côté du lit où elle s'était placée. En se retournant de l'autre côté, il s'endormit. Alors cette misérable resta quelques instants tranquille et attendit. Elle se mit à le toucher et à le remuer. Enfin, comme il restait immobile, cette fille, toute imprudente qu'elle était, se prit à rougir, et pleine d'une crainte étrange et d'admiration, elle s'enfuit. Oh, eh ben voyons. Voyez les incels ? Bah lui c'est l'exact opposé ce fou. Bon, je déconne pas mal, mais vous avez l'idée. Saint Bernard est une figure importante de l'époque et son rôle chez les cisterciens ne s'arrête pas là.
L'idée étant de retourner à une règle de Saint-Benoît que les bénédictins avaient pervertie avec leur goût pour le luxe, ils prônent donc une privation volontaire, une vie simple, voire même misérable. Ils vivent de leur propre travail et prônent un retour aux sources via un retour à la nature. Saint Bernard dit d'ailleurs « Les arbres et les rochers t'apprendront plus que tout ce que tu ne pourras entendre de la bouche des maîtres. » Il arrête pas de lâcher des pépites, le gars. C'est aussi par nostalgie du christianisme primitif qu'ils adoptent ce mode de vie un peu écolo. Entre autres par nostalgie et même admiration des pères du désert, qui en gros étaient des ermites vivant dans le désert égyptien au tout début du premier millénaire. Les cisterciens optent donc pour un mode de vie de privation. Leurs monastères et abbayes seront construits loin de tout, sur des sites où ils pourront subvenir à leurs propres besoins, en pleine nature, souvent même sur des marais, à la manière des pères du désert, sauf que là, on est dans des forêts européennes. Ce mode de vie de privation et d'humilité se ressent jusque dans leurs constructions, qui doivent être dépouillées et servir uniquement leur fonction. Pas de place pour des sculptures ou décorations extravagantes qui, selon eux, sont une source de distraction inutile. Les vitraux seront simples et de couleurs unies et naturelles, du gris bleuté au jaune fumé en passant par des tons verdâtres, l'idée n'est pas de décorer mais d'être fonctionnel. Les couleurs seront donc dues aux matériaux de base, et les motifs choisis seront au début très simples et au fil du temps ils s'accordent des petites folies avec des vitraux en motifs abstraits. Mais ils ne vont pas pour autant négliger la qualité de leur architecture. Ils contribuent au développement de nouvelles techniques architecturales, participant ainsi à la création de l'art gothique. L'idéal de Saint-Benoît selon Saint Bernard donc. Mais c'est bien d'un idéal dont on parle et la réalité va vite les rattraper. Ouh là là, c'est la décadence. En effet, l'économie de l'époque est très compétitive, principalement à cause de l'influence des seigneurs. Du coup, les cisterciens s'éloignent assez rapidement de la règle de Saint-Benoît. Beaulieu y échappe pas et se retrouve avec une belle influence dans la région. Ils acceptent des dotations de partout, des granges, des terres, des moulins et même des châteaux, dont le château de Pervinquières, sur lequel j'aimerais bien faire une vidéo vu qu'il est assez méconnu même par les gens de la région. Les moines de Beaulieu ont aussi un gros rôle dans le développement de la région. À l'époque, tout est à faire, et c'est eux qui en bonne partie vont aménager un paquet de structures dans la région, facilitant ainsi la vie de tout le monde. Mais toujours en utilisant une main-d'œuvre gratuite, Pas déconner, Bon après on est d'accord, c'est pas pire que les églises romanes couvertes d'or avec des vitraux hors de prix et de belles peintures de partout. Mais quand même, les cisterciens s'éloignent de leur idéal. Mais c'est bien ça qu'il faut garder en tête, c'était un idéal. Eux-mêmes en sont conscients, donc au final on peut dire que ça passe. Mais que v'là-t-il pas qu'arrive au XIVe siècle? La guerre de 100 ans? On assiste à des pillages dans la région, la peste arrive et accentue encore plus cette période de crise, et comme si ça suffisait pas, à peine la guerre de 100 ans terminée, que la guerre civile entre protestants et catholiques arrive comme une cerise sur le tas de merde, les catholiques de Caylus vont péter la tronche aux protestants de Saint-Antonin, et Beaulieu subit ce bordel. La guerre dure jusqu'au XVIe siècle et cause une suite ininterrompue de sièges, mises à sac et massacres. Après tout ce bordel, l'abbaye de Beaulieu a du mal à se relever et ne connaît pas vraiment de phase notable jusqu'à la Révolution, où les moines quittent l'abbaye sur ordre du prieur de Beaulieu, mettant ainsi fin à près de 600 ans de vie monastique à Beaulieu, qui devient alors bien nationale. C'est là, selon moi, la phase la plus triste de l'histoire de cette abbaye. Elle est oubliée et utilisée comme grange, abritant des troupeaux dans l'ancienne église. Elle passe entre les mains d'une suite de propriétaires qui ne peuvent pas vraiment faire grand-chose pour la sauver. Vers 1840, il est même question de déplacer l'église de l'abbaye à Saint-Antonin, détruisant ainsi une part primordiale de cette abbaye, sa localisation. Soigneusement choisie par les moines l'ayant fondée, après avoir asséché le marais qui se tenait là, après avoir travaillé tant d'années à rendre ces terres fertiles. Bon, heureusement le projet est contesté et n'aboutira pas, bien que les travaux aient été commencés. L'abbaye se retrouve de nouveau abandonnée, sa charpente absente suite aux travaux menés en visée du déplacement de l'église. L'abbaye est protégée en 1875 et des travaux de restauration commencent. Elle est classée monument historique en 1942, puis rachetée par Geneviève Bonnefoy et Pierre Barche, qui en feront ce qu'elle est aujourd'hui. Beaulieu est aujourd'hui un centre d'art contemporain et son histoire n'est pas prête de s'arrêter. Elle nous montre qu'il ne faut pas oublier notre histoire, que la laisser mourir dans les méandres du temps implique de perdre toute la richesse de ce qui fait que nous sommes nous. N'en déplaise à certains idéologues ardemment dévoués à cracher à longueur de temps leur haine de notre histoire, oublier d'où l'on vient, c'est ne pas savoir où l'on est, ni où l'on va. Alors je vous invite à ne pas oublier, à vous intéresser à votre histoire et plus particulièrement votre histoire locale, car bien souvent des trésors se cachent sous notre nez dans notre plus grande indifférence. Non mais moi je suis artiste 3D, cette abbaye je veux tout y scanner, regarde là je veux scanner ça, puis je veux scanner ça... Non, faut peut-être pas ça quand même. Pas déconner non plus. Et oui, j'allais pas parler uniquement des cisterciens, sinon le pont avec Beaulieu aurait pas servi à grand chose. Du coup on va aller sur place pour voir à quoi ressemble l'architecture cistercienne.
Hop là, ici Valentin du futur. Pour cette vidéo, j'ai réalisé 8 scans 3D, en plus des dizaines d'heures de recherche, écriture et montage. Alors si la vidéo te plaît, lâche un petit pouce et un abonnement. Je vous laisse au reste de votre vidéo. Bisous. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Beaulieu est toute proche des terres de l'ancienne ferme familiale. Même si on vit pas sur les terres de la ferme, on vit pas bien loin, à Verfeil. Et en prenant la route pour faire les interminables 5 km qui nous séparent de l'abbaye, Verfeil ressemble à ça. Regardez-moi ça un peu là. Il est pas beau mon village? Bordel, qu'est-ce que j'aime ma campagne. Bref, on arrive à l'abbaye, voilà le bestiau. Alors je l'ai mentionné, Beaulieu est aujourd'hui un centre d'art contemporain. Si vous voulez voir l'exposition, il va falloir aller sur place, parce que non seulement j'ai pas le droit de filmer dans les salles d'expo, mais même si j'avais le droit, je le ferais pas, vu que ça ruine pas mal l'expérience. C'est un musée, c'est quelque chose à voir en personne. Du coup, voici les horaires. C'est gratuit pour les moins de 26 ans, et pour les autres, le tarif est vraiment pas excessif, donc je vous recommande vivement la visite. Non, nous, on va s'intéresser à l'architecture, et on va essayer de comprendre pourquoi l'influence artistique de l'ordre cistercien est remarquable. Commençons par jeter un œil au plan de l'abbaye. En arrivant sur place, on est accueilli dans la dépendance, et on rentre direct dans la cour centrale, qui est juste sublime, c'est un lieu à la fois spacieux et renfermé, assez spécial comme endroit quand même. Mais avant de rentrer dans le fameux carré cistercien, on peut entrer dans le cellier. Cette pièce était utilisée autrefois pour stocker des denrées, les récoltes en gros. C'est une pièce assez grande avec un superbe plafond en ogive. Passons au carré central. Quand on connaît les préceptes que suivent les cisterciens, on comprend bien pourquoi ce carré est agencé comme ça. On s'y sent isolé et on a très peu de regard sur l'extérieur, ce qui colle bien avec les règles d'isolement et de solitude remises au goût du jour par saint Bernard. Dans le temps, le carré était couvert par des toits qui s'appuyaient entre autres sur l'église. On en voit ici des vestiges, c'est ces pierres qui sortent du mur là. C'était des supports pour la charpente de ces couvertures. Il en reste aujourd'hui plus rien, vu qu'elles ont été détruites pendant les guerres des religions. Cette partie, c'était le lieu de vie des moines, et abrite aujourd'hui l'exposition d'art. Cuisine, dortoir, salle à manger, un lieu de vie quoi. Cette partie de l'abbaye a été refaite au XVIIIe siècle et n'est donc pas raccord avec l'architecture du reste, raison pour laquelle on va pas vraiment s'y attarder. Pour finir, le gros morceau, l'église. Lieu de culte où se déroulaient les diverses cérémonies au cours de la journée des moines, c'est principalement d'elle dont on va parler aujourd'hui, mais on va aussi aller jeter un œil à la salle capitulaire, qui était un lieu de réunion pour les moines. De l'extérieur, on remarque assez facilement le style gothique de l'édifice. Les vitraux ne sont pas d'époque, quand l'abbaye a été rachetée par Barche et Bonnefoy, les vitraux d'origine étaient absents, détruits par le temps. Donc ils ont décidé de faire poser ces vitraux clairs et transparents, ce qui accentue encore plus l'aspect léger et aérien de cette architecture. On a aussi quelques rosaces, pas bien grosses comparées à ce qu'on peut voir ailleurs, là aussi parce que les rosaces c'est cher. Mettre une grande rosace ornée de vitraux extravagants, c'est utiliser du pognon pour le plaisir des yeux, et ça va contre ce que prônent les cisterciens. Ces rosaces ont plus un rôle fonctionnel si vous voulez. Elles laissent entrer pas mal de lumière à l'intérieur, ce qui est important aux yeux des cisterciens. Pour finir avec l'extérieur de l'église, le clocher est très bas, et oui, l'idée étant de rester dans la pauvreté et l'humilité, on va pas faire ériger une superbe pointe de plusieurs dizaines de mètres de haut. Donc on a ce clocher bas et trapu. En rentrant dans l'église, c'est assez dépouillé et lumineux. Ce style est assez particulier vu que c'est vraiment très grand et très vide à la fois. On pourrait se dire que ça donnerait un ressenti froid et austère, mais personnellement j'ai trouvé ça très agréable comme lieu. C'est probablement grâce à la lumière qui rentre en masse par les vitraux, qui sont pas bien larges mais très hauts, et peu espacés entre eux le long de la nef, 5 vitraux de chaque côté, uniformément répartis jusqu'au transept. Quand on se tient dans la nef, le chœur attire naturellement le regard, et là aussi grâce à la lumière, vu que le chœur est encore plus ouvert que le reste avec 7 vitraux répartis le long du demi-cercle formant le chœur. Et aussi grâce à la voûte du chœur, qui, bien éclairée, est vachement mise en valeur et attire naturellement le regard. Le transept est lui bien plus sombre, et ce jeu de lumière marque une séparation entre la nef et le chœur. Le plafond de la nef est constitué de voûtes en ogive simples, portant le toit de l'édifice. On remarque les premières décorations en longeant les arêtes de ces ogives, qui sont ponctués par des chapiteaux le long des murs, à environ 3 mètres de hauteur. Ces chapiteaux sont sculptés de représentations florales, certains en bon état et d'autres peu plus détériorés par le temps. Celui-ci est par exemple décoré de feuilles de vigne. La vigne est en effet une culture très importante, car l'accès à l'eau de qualité n'est pas facile à l'époque. Le vin étant alcoolisé, il est bien moins porteur de pathogènes. Le vin a aussi un grand usage médicinal à l'époque, sans parler de son rôle dans le culte. On comprend donc l'importance accordée aux cultures de vigne. Cette importance de la vigne restera d'ailleurs un gros bout de temps dans la région, jusqu'à l'arrivée des maladies et parasites tels que le phylloxéra, qui mettent un gros coup à la production viticole au XIXe siècle.
Passons au transept, comme je le disais, il est bien moins éclairé que le reste. Côté nord, une petite rosace laisse entrer un peu de lumière, et côté sud, on trouve ce qui semble être un vestige d'une rosace formant une étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches est connue comme étant le symbole du judaïsme, c'est la croix de David. Mais c'est loin d'être sa seule utilisation. On la retrouve un peu partout, depuis des millénaires jusqu'à 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est une forme présentant une harmonie géométrique particulière, ce qui explique sa présence dans une église cistercienne. En effet, les cisterciens trouvent une beauté divine dans la géométrie et les mathématiques, ce qui se ressent dans leur architecture et donc à Beaulieu. Pour finir avec le transept, en son centre on peut voir l'intérieur du clocher, lui aussi décoré de quelques petites rosaces. On s'attaque maintenant au gros morceau, le chœur. Cette voûte est absolument sublime, et comme pour le reste, l'architecture est superbe, mais pas de fioriture inutile. Cette voûte sert uniquement sa fonction, à savoir porter le toit. La clé de voûte du chœur est sculptée, et c'est d'ailleurs la seule sculpture réellement figurative que l'on trouve dans l'église. Le reste est soit abstrait, soit floral. Ici, nous avons un agneau pascal, symbole du Christ et de la soumission à Dieu. Mettre cette représentation en clé de voûte du chœur est un symbole fort. C'est la pierre la plus importante de la partie la plus importante de l'abbaye, et elle est associée à Jésus et à la soumission à Dieu. Cette symbolique renvoie donc à la soumission divine que s'imposent les cisterciens. Sans Dieu et Jésus, ils ne sont rien, tout comme sans cette clé de voûte, l'église ne tient pas debout. Cet intérieur me rappelle l'architecture brutaliste par sa simplicité et surtout sa fonctionnalité. Cette façon de construire est purement fonctionnelle et me rappelle le charme que je trouve dans un vieux meuble rustique. Pas de prétention, simplement la fonctionnalité de l'objet. Cette façon de faire donne une certaine beauté à tout défaut ou trace d'usure que l'on peut trouver, parce qu'on sait que le but n'est pas de faire parfait, l'essentiel reste la fonction. Et ces beaux défauts, il y en a dans l'église, mais on n'y fait pas vraiment attention vu qu'ils sont difficiles à repérer tant le tout est harmonieux et chaleureux. Regardez par exemple ce vitrail dans le chœur. On va savoir pourquoi sa base est plus basse que le reste des autres vitraux. C'est sans doute de l'usure, ça a probablement pas été construit comme ça, mais ça a pas été réparé pour autant. Mais au fond on s'en fout, vu que même avec ce défaut, ce vitrail joue parfaitement son rôle. Et au final, pour le remarquer, il faut vraiment se concentrer dessus. Et dans cet esprit, on a un autre défaut qui a pris pas mal de temps à être découvert alors qu'il est en plein dans le chœur. Peut-être que les plus attentifs d'entre vous l'auront remarqué, mais normalement vous n'êtes pas majoritaire. Toujours pas? Et maintenant. Normalement cette arête devrait être alignée avec cette ogive. L'ogive, elle est bien alignée avec la nef, c'est le chœur qui est décalé de 8 degrés vers le sud par rapport à la nef. Et de nouveau Valentin du futur pour vous dire qu'en réalisant ces graphiques, je me rends compte que cette arête est en réalité entre deux niveaux décalage. Regardez, la ligne verte est alignée avec l'arête, mais pas avec le vitrail central du chœur. Si on aligne avec le vitrail, ça donne la ligne bleue. Et en rouge, c'est l'alignement avec la nef. Ça change absolument rien à ce que j'étais en train de vous dire, mais ça met en avant qu'ils ont essayé de masquer l'erreur en alignant cette arête de la sorte. Alors comment ces moines obsédés par une architecture remplie de beauté géométrique ont pu laisser passer ça? Simplement parce qu'il y a une règle dans la construction des églises qui est plus importante que l'harmonie géométrique de l'architecture. Au solstice d'été, le soleil doit se lever dans le chœur et projeter sa lumière en son centre. Petit souci pour les moines de Beaulieu, ils ont construit l'actuelle église en reprenant l'orientation de la première église, plus petite et surtout plus à l'ouest. Ça fait que le nouveau chœur est plus à l'est et donc plus près de cette colline. Si l'horizon avait été lointain, le déplacement du chœur aurait eu un effet négligeable sur le lever du soleil. Mais là, l'horizon, c'est une colline qui est à peine 100 mètres. Du coup, le soleil se lève plus tard sur le nouveau chœur, et vu que le soleil se lève en diagonale vers le sud, l'orientation du nouveau chœur est toute pétée. Ils ont dû s'en rendre compte une fois la construction bien entamée, et ont rectifié le tir en décalant le chœur de 8 degrés vers le sud. C'est même 8 degrés que le soleil a le temps de parcourir avant le lever dans le nouveau chœur. Pour conclure l'analyse de l'architecture de Beaulieu, on peut dire que cette abbaye représente bien les idées des cisterciens au travers de son architecture. On y trouve une grande beauté malgré une simplicité frappante. C'est assez particulier de visiter cette abbaye quand on est habitué à des architectures plus classiques, on va dire. Je vois personnellement dans l'architecture cistercienne une prédécesseur du style brutaliste mais sans le côté industriel. Je trouve beaucoup de beauté dans l'aspect strictement fonctionnel de ces bâtiments. Les rares sculptures sont là pour nous rappeler la beauté de la nature ou supporter un symbolisme puissant. Tout est pensé jusqu'au moindre détail sans pour autant forcer une certaine prétention dans l'architecture, ce qui rend ce lieu très harmonieux et apaisant. La salle capitulaire illustre elle aussi parfaitement cet équilibre si particulier. Les voûtes en ogive y sont simples mais subtilement décorées de petites sculptures sur les clés de voûte ainsi que de peintures abstraites. Les cisterciens sont parmi les premiers à voir de la beauté dans la simplicité, à une époque où la beauté et le raffinement passent nécessairement par des choses chères et complexes. Les cisterciens sont parmi les premiers à trouver une spiritualité dans le rien, ce qui résonne fortement avec l'art contemporain et dans une certaine mesure l'art abstrait. Bien que l'art contemporain et l'art abstrait soient souvent vus par le grand public comme des courants d'artistes perchés qui trouvent une critique de la société dans un urinoir ou une toile blanche, c'est en réalité la démarche qui est importante.
À partir du moment où on accepte que l'on peut se passer du visuel et de l'aspect matériel d'une œuvre, on accède à un tout autre univers d'expression artistique, même si ça implique de parfois produire des œuvres plus qu'absurdes. C'est dans ces formes d'art que l'on trouve les œuvres les plus lourdes de sens. C'est par exemple des courants du genre qui ont inspiré des artistes surréalistes, qui ont essayé, en faisant avec les limites de leur médium, d'exprimer des visions distordues de la réalité, comme l'a fait Salvador Dali, en piquant notre curiosité au premier regard posé sur l'une de ses toiles étranges, ou plongeant parfois dans l'horreur la plus dérangeante, comme chez Beczinski. D'autres adoptent un style plus classique, mais uniquement pour nous piéger avec des détails, comme Cantor, qui excelle dans l'horreur en glissant des détails morbides dans ses toiles. On comprend facilement pourquoi il a illustré plusieurs albums de musiques extrêmes, du métal, hein. Oui, j'ai fait un pont entre les cisterciens et le métal, tu vas faire quoi? L'essentiel est de comprendre qu'à partir du moment où on ne se fixe pas de règles, on se donne accès à une infinité d'univers à explorer. C'est ces courants d'art qui comprennent les œuvres s'aventurant au plus profond de la psyché humaine. L'inconvénient de se passer totalement ou partiellement de technique dans certaines de ces œuvres, c'est que le message devient plus sujet à interprétation. Parfois même on passe simplement à côté du message de l'œuvre. Mais critiquer sans faire l'effort de chercher à comprendre, c'est pas franchement malin comme démarche. C'est pour ça que je vous recommande de creuser par vous-même ces œuvres, qui sont de véritables mines abondant de galeries explorant toutes d'une façon ou d'une autre l'esprit humain. Bon, sur ce, bisous, c'est fini. Voilà, bisous.